Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Et aujourd'hui, on poursuit les bilans F1 de la saison 2019 avec le bilan équipe par équipe après Alfa Romeo. Normalement, si vous êtes bon et vous connaissez l'ordre alphabétique, vous savez que c'est Ferrari. Ferrari qui a fini deuxième du championnat du monde avec 504 points. Deuxième comme l'année d'avant, par contre, moins 67 points par rapport à 2018. 3 victoires, 19 podiums également pour l'équipe. Et pourtant, 9 sur 20, c'est ma note pour Ferrari. Pourquoi ? J'ai trouvé que du côté de chez Ferrari, on met beaucoup d'argent et on met beaucoup d'argent un petit peu foutu en l'air. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de moyens, mais comme l'organisation et je trouve pas exceptionnel dans la manière de fabriquer la voiture, dans la manière de gérer les essais hivernaux par exemple, eh bien on a mis beaucoup d'argent et au final les résultats sont pas énormes. Quand on compare à Mercedes, quand on compare à Red Bull, même quand on compare à McLaren, je trouve ces trois équipes-là que je viens de citer font des saisons beaucoup plus satisfaisantes par rapport aux moyens engagés. Ferrari, c'est autant d'argent que Mercedes. Et pourtant, c'est des résultats vraiment en berne. Alors, beaucoup d'erreurs dans la gestion des essais hivernaux, où Ferrari ne se doute pas à ce moment-là que Mercedes cache son jeu un petit peu quand même si la voiture, je pense, n'était pas exceptionnelle. Les pilotes l'avaient dit, mais je pense très clairement que Mercedes cachait énormément son jeu. Red Bull essayait de trouver la fiabilité, donc ils n'étaient pas sur des essais de performance. Il n'y a que Ferrari qui essaie de gérer la performance. Je pense que chez Ferrari, on avait déjà découvert le problème au niveau de l'appui aérodynamique, sauf qu'on s'est dit, comme Mercedes est loin derrière, Red Bull pareil, on est tranquille les mecs. On n'est pas obligé de changer la voiture. On peut se la couler douce à l'usine, à Maranello. Eh bien non, parce que ces équipes-là cachaient leur jeu. Ça se fait depuis des années en Formule 1, lors des essais hivernaux, que des équipes cachent leur jeu. Ou qu'elles essayent d'avoir beaucoup de performances. Moi, je me rappelle d'une année, c'était Baronda. Je sais pas si à chaque fois, je raconte souvent cette chose-là. Baronda, je crois que c'est en 2002, ils font des essais hivernaux, 2002 ou 2003, ils font des essais hivernaux, mais exceptionnels. Ils collent quasiment 5 ou 6 dixièmes à tout le monde. Oui, la différence, c'est qu'ils roulaient réservoir vide, alors que chez Ferrari, on roulait avec le plein. C'était pour trouver des sponsors, par exemple, du côté de chez Baronda. Mais toutes les équipes le font. Et on cache souvent son jeu. Sauf Ferrari, ils se sont fait avoir comme des bleus. Et puis de toute façon, rien n'a marché cette saison. L'évolution de la voiture, beaucoup de pièces n'ont pas marché. Le moteur, il est performant, mais on a des doutes sur sa capacité à être performant. La FIA le dit très clairement. Ils le recherchent, ils vont mettre en place un nouveau système de débinette parce qu'ils pensent que Ferrari utilise l'huile comme combustible pour le moteur, ce qui normalement est interdit en F1. Enfin, ce qui est interdit puisqu'à une époque on le faisait en Formule 1. Et puis, rien n'a marché parce que la stratégie en course, les 3/4 du temps, ils se sont fait avoir aussi. C'est-à-dire à se retrouver battu par Red Bull qui faisait un undercut, par Verstappen, ou s'arrêter extrêmement tôt alors que les pneus ne tenaient pas, ou s'arrêter trop tard alors que les pneus pouvaient durer plus longtemps. Donc ils se sont fait avoir plein de fois. Leur stratégie en qualification, Charles Leclerc à Monaco qui se fait éliminer. Mais voilà, il y a eu plein de soucis, des arrêts au stand qui n'ont pas toujours été irréprochables non plus, avec des soucis au niveau du pneu arrière, du pneu arrière gauche, plusieurs fois lors des arrêts au stand. Donc rien n'a marché, c'est pour ça également le 9 sur 20. C'est quand même en même temps rassurant de se dire que ça n'a pas marché, mais on a changé beaucoup d'éléments chez Ferrari. L'arrivée de Mattia Binotto, on a francisé l'équipe, quand même pas mal, mais l'arrivée de Mattia Binotto à la tête de l'équipe, ça provoque des gros changements, comme quand en 2008 on avait amené les Italiens, enfin à partir de 2007, mais surtout en 2008, Ferrari avait remis à la tête de l'équipe beaucoup de personnes italiennes, dont Stefano Domenicali. C'était Dominica Domé
j'ai un doute. Lui qui est maintenant chez Ducati. Je crois que c'est chez Ducati en moto, je crois me rappeler. Mais à l'époque, c'était... voilà, ça avait provoqué beaucoup de changements, donc c'est rassurant. Malgré tout, Mattia Binotto n'est pas un nouveau venu en Formule 1. Il est chez Ferrari depuis 95. Donc ça remonte. L'année juste avant Schumacher, il est arrivé juste avant Schumacher. Après, j'ai regardé un petit peu son palmarès, un petit peu, sa biographie. Mattia Binotto, il gérait les moteurs à l'époque de Schumacher. Donc quand le moteur Ferrari était exceptionnel à ce moment-là, c'était grâce à lui. Mais c'est aussi le mec qui devait gérer le KERS en 2009. Pour ceux qui se souviennent, le KERS c'est un système de récupération d'énergie. C'est l'ancêtre de toute l'hybridation actuelle en Formule 1. Et pour ceux qui se souviennent, chez Ferrari, mais ça avait merdé, mais complètement. Où Raikkonen n'avait pas pu défendre son titre cette année-là. Donc c'est peut-être pas non plus l'homme qui sait gérer le mieux les crises. Faut aussi, quand je parlais de beaucoup d'erreurs dans la gestion des essais hivernaux, c'est que c'est quand même une équipe qui a eu quelques soucis de fiabilité. Vettel à Sochi par exemple, quelques abandons également avec des pilotes un peu trop énervés, et ils ne sont que 6e en statistique au classement des kilomètres parcourus en course. Donc ça montre que par exemple, je crois McLaren est devant eux. Il y a beaucoup d'équipes qui sont devant eux, donc c'est pas exceptionnel de la part de Ferrari de ce côté-là. On passe au duel pilote, duel en qualification, duel en course. Duel en qualif 12-9 pour Leclerc, comme chez Alfa Romeo pour Raikkonen. La différence c'est que là l'écart moyen n'est plus de 6 millièmes mais de 79 millièmes, en sachant que pour cet écart moyen j'ai dû enlever l'Azerbaïdjan car il y a le crash tout simplement, ce qui fait que d'un côté j'ai pas de chrono, et l'Allemagne parce que j'avais aussi pas les chronos. Donc j'ai sur le site de Motorsport, j'ai été sur le site de Motorsport pour les duels pilotes en qualification et je n'avais pas les chronos, donc j'ai enlevé 2 courses. Donc bien entendu ma moyenne n'est pas sur 21 courses mais 21 Grands Prix, mais sur 19 Grands Prix. C'est quand même avantage Leclerc, 79 millièmes en moyenne. Duel course par contre c'est l'inverse, c'est 9-12 pour Vettel, donc comme quoi on avait le sentiment que Vettel était totalement mangé par Leclerc, c'est pas vraiment le cas. On commence avec Charles Leclerc, 4e des championnats du monde avec 264 points, 225 points en plus par rapport à sa première saison chez Sauber, 9 places de gagné également, 2 victoires, 10 podiums, 7 pole positions, 18 top 10, 3 abandons quand même. Bon, 11 sur 20. Les gens vont m'insulter sur les réseaux sociaux, tous les monégasques vont m'insulter. Je vais être insulté par Albert II, qui adore Charles Leclerc. C'est un très bon pilote, rapide, ça il l'a montré, 7 pole positions. Par contre, la conversion, nombre de pole positions, nombre de victoires, là elle est pas top. 2 victoires simplement pour 7 pole positions. Alors certes, la Ferrari était une voiture très rapide sur un tour, beaucoup moins en course parce qu'elle détruisait ses pneus. Pourquoi elle détruisait ses pneus ? Parce qu'elle roulait beaucoup plus en glisse. Comme elle roulait beaucoup plus en glisse, vous surchauffez les pneus arrière, donc vous usez plus vos pneus arrière, tout simplement. Pourquoi ? Parce que vous avez moins d'appui à la base. C'est un pilote rapide, je pense beaucoup trop sanguin quand il est en difficulté. On se souvient de Monaco où il abandonne au bout de 7-8 tours en attaquant beaucoup trop. Enfin, où il a un contact au bout de 7-8 tours, il abandonne pas tout de suite, mais sa course est totalement foirée. Singapour, pareil, où il insulte les ingénieurs de chez Ferrari parce qu'il s'est fait dépasser par Vettel par un undercut, alors qu'il a oublié que sur les 2 courses précédentes, Vettel a quand même bien joué, l'a bien aidé en termes de stratégie, enfin surtout à Spa, parce qu'à Monza un peu moins, vu que Vettel avait fait un tête à queue très tôt en course. Donc il doit apprendre à gérer ça, c'est-à-dire qu'on a l'impression un petit peu que c'est l'enfant pourri gâté. Il faut qu'il apprenne. Il faut qu'il comprenne surtout, Charles Leclerc, que oui, des fois, on n'a pas toujours ce qu'on veut, que des fois, on n'a pas toujours les meilleures conditions, et que oui, il faut réussir à faire beaucoup mieux. Donc là, c'est vrai que c'était un peu décevant parfois de le voir s'énerver beaucoup trop. Il doit apprendre à gérer ça. Il est bon le samedi, beaucoup moins le dimanche. Donc comme je le disais, un peu comme Ferrari, mais il faut quand même qu'il travaille son rythme en course, parce que quand il est en difficulté, par exemple en Australie, à Melbourne ou sur d'autres grands prix où il était quand même largement en retrait, je trouve, par rapport à Sébastien Vettel,
parfois en course, quand il était 5e par exemple ou 4e larron chez Ferrari, il était, je trouve, en retrait régulièrement par rapport à son équipier. Quand tout va, on va dire, quand il a les bons réglages, il est devant le Vettel assez largement. Mais quand ça va pas forcément totalement à 100% dans la voiture, eh bien, il a du mal à travailler de manière correcte. Et puis, déception quand même, c'est pour ça que 11 sur 20, parce qu'il finit derrière Verstappen au championnat, alors que ça n'aurait pas dû se produire avec un Verstappen qui avait un nouveau moteur dans sa voiture, qui est un moteur qui manquait de fiabilité. Normalement, il n'aurait pas dû finir 3e du championnat et Charles Leclerc aurait dû chercher cette position. Mais à cause des erreurs stratégiques, de la gestion des pilotes qui a été ratée chez Ferrari, mais où eux n'ont pas réussi à rétablir la situation, par exemple du côté d'Interlagos où ils se sont rentrés dedans, eh bien ça fait simplement une 4e place au championnat avec beaucoup de regrets, je pense, quand même, pour Charles Leclerc cette saison, même s'il va être fier de ses 2 victoires cette année. Mais là, encore une fois, conversion pole position victoire et pas terrible. On passe à Sébastien Vettel, parce que cette vidéo commence à être un petit peu longue. Normalement, j'avais prévu de faire des vidéos de 10 minutes, mais j'ai bien compris après Alfa Romeo que ça ne marcherait pas. Sébastien Vettel, 5e du championnat du monde avec 240 points, moins 3 places par rapport à 2018, moins 80 points, c'est moins bien depuis 2016. Voilà, très clairement pour Sébastien Vettel. Une seule victoire cette année, 16 top 5, 3 abandons quand même. 7 sur 20 pour moi, parce que beaucoup trop d'erreurs cette année, comme l'année d'avant. C'est-à-dire que Monza, par exemple, le tête à queue, mais même il y a des erreurs en course, en qualification, où il s'est souvent raté sur son premier run de qualification. Et puis, comme maintenant on fait les qualifications à 15h, faut être bon en premier run en Q3, parce que ensuite il est 16h10 et que la piste baisse en température. Mangé par Leclerc un petit peu en qualification, en difficulté en début de saison, il faut le dire. Pas vraiment en début de saison, sur les 3-4 premières courses, ça se passe bien, pas trop mal. Mais je dirais, après le Paul Ricard, où là, il a vraiment, je trouve, été en difficulté par rapport à Charles Leclerc. Je crois qu'il a compris aussi que c'était plus le leader dans l'équipe. Il aurait dû être le leader face à Leclerc, et ça n'a pas été le cas cette saison. Et il a eu beaucoup de mal à le gérer, comme il a eu du mal à le gérer avec Ricciardo en 2014, quand Ricciardo est arrivé un peu de nulle part chez Toro Rosso, 2 saisons moyennes de chez Toro Rosso, un pilote qui n'était pas fantastique, Ricciardo, et qui avait réussi à dominer Vettel, qui avait eu une très mauvaise saison et qui avait eu beaucoup de mal à le gérer. Il s'était un peu rétabli en fin de saison, mais avant d'aller chez Ferrari, mais ça avait quand même pas été très impressionnant sa saison 2014 chez Red Bull. Impossible pour lui de jouer la tête du championnat quand on fait autant d'erreurs, autant d'abandons également pour problème de fiabilité. Par exemple, voilà, je vous rappelle Sochi. C'est quand même au championnat le dernier larron des top pilotes, parce que si on enlève Albon et Gasly, qu'on fait qu'une demi-saison dans ces écuries de pointe, c'est le dernier. Il est 5e au championnat, donc c'est le dernier. Donc forcément, ça fout un petit coup au moral quand même, un petit coup dans le charisme. Vous dites, j'ai quand même pas été top. Et puis, statistiques qui prouvent qu'il n'a pas été assez fiable et que c'est pour ça que je lui mets 7 sur 20 et pas plus. Parce que pour moi, c'est pas normal dans une équipe de pointe, dans une équipe constructeur, de faire autant d'abandons. C'est qu'il est 15e au nombre de kilomètres parcourus cette année en Grand Prix, et il a fait moins 400 km par rapport, je crois, à l'année précédente. Je crois que c'est ça que j'avais marqué. Donc c'est quand même pas exceptionnel du côté de Vettel. Après, du côté de Vettel, moi je me souviens d'un pilote qui avait fait des saisons catastrophiques, et puis en 92, on ne sait pas, il se réveille un petit peu de nulle part et il devient champion du monde. C'est un certain Nigel Mansell. Bon, déjà en 91, c'était quand même pas si mal que ça, mais il s'était relevé de nulle part un petit peu, notre ami Nigel Mansell, et il est devenu champion du monde. Et c'est le champion du monde, je crois, c'était le champion du monde le plus précoce dans l'année, avant Michael Schumacher en 2002, qui était devenu champion du monde, si vous vous souvenez, des Manicourt au mois de juillet. Les enjeux 2020. Mieux travailler cet hiver du côté de chez Ferrari, ne pas se faire avoir par le jeu d'intox très intelligent de la part des concurrents. Il faut faire plus d'évolution dans le simulateur, mais pour ça, je pense qu'il faut qu'ils aient des meilleurs pilotes dans le simulateur. Mercedes a quand même été beaucoup aidé par Ocon, il faut le rappeler, mais aussi par Van Dorn. Eux, pour le moment, je trouve que c'est assez faiblard leur line-up sur simulateur.
Donc voilà, quand vous devez trouver des améliorations, trouver des évolutions dans le week-end, quand votre vendredi a été mauvais et qu'il faut rétablir la situation pour le dimanche. Chez Mercedes, ils arrivaient à le faire parce qu'Ocon faisait un gros travail le vendredi soir à l'usine, où des fois il dormait pas de la nuit ou il roulait sur le simulateur. Chez Ferrari, j'ai pas l'impression que ça soit le cas. Il faut aussi avoir un duo plus fiable, qui s'entende beaucoup plus, parce que c'est quand même 6 abandons, hein, Vettel et Leclerc, donc c'est quand même pas exceptionnel, et qui arrivent à s'entendre plus facilement. Mais ça, je suis pas sûr que ça soit simple, parce que Vettel a pas l'air d'être le pilote le plus facile en termes de comportement, et Leclerc non plus. Donc j'ai l'impression que Mattia Binotto va encore avoir des cheveux blancs pour la suite de cette saison. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous trouvez que j'ai été trop sévère avec Ferrari, avec Charles Leclerc, si vous êtes monégasque ou que vous vous appelez Albert II de Monaco. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous êtes également Albert II de Monaco, n'hésitez pas à relayer ça sur vos réseaux sociaux. Et puis surtout, on se retrouve pour de nouvelles aventures. On aura encore plein d'équipes à faire. Par exemple, Renault, Toro Rosso, tous les pilotes français également, lors de prochaines vidéos. Allez, ciao ciao sur la Merck Production.